Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, au Gabon, après 3 jours d'attente, le premier gouvernement du second septennat du président Ali Bongo Ondimba a été dévoilé. Un gouvernement d'ouverture de 39 membres, dont 30% de femmes. Le tourisme domestique ou le tourisme effectué par les locaux a rapporté plus de 50 millions de dollars aux caisses rwandaises, un segment de ce secteur que les autorités ont décidé d'exploiter très largement. Et les Diables Rouges U17 ont obtenu leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. C'était ce dimanche 2 octobre, une compétition qui aura lieu à Madagascar en avril 2017. Selon des résultats partiels, le président sortant du Cap-Vert, Joaquim Carlos Fonseca, a été réélu ce dimanche 2 octobre au premier tour avec plus de 70% des voix. L'élection a été marquée par un fort taux d'abstention, plus de 60%. Rappelons que dans cet archipel doté d'un régime semi-parlementaire, l'exécutif est dominé par le Premier ministre. Le président joue en plus un rôle d'arbitre. Et au Gabon, le Premier ministre Franck-Emmanuel Issozé Ngondé a dévoilé la composition de son cabinet. Il compte au total 39 membres, 30% de femmes et a été remanié de moitié. Le président Ali Bongo Ondimba avait promis un gouvernement d'ouverture. Notons que l'opposant Bruno Ben Moubamba, candidat arrivé en 3e position lors du scrutin du 27 août, a été nommé vice-premier ministre en charge de l'habitat et du logement. C'est un reportage de notre correspondant Douglas Toutoum. Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Issozé Ngondé a rendu public la liste du nouveau gouvernement dans la nuit de dimanche à lundi 3 octobre 2016. Ce gouvernement d'ouverture compte 39 membres, dont un ancien candidat à la présidentielle en la personne de Bruno Ben Moubamba. On note également l'entrée de la société civile via Maître Francis Nkeya et 2 autres membres de l'opposition, dont Biendi Maganga Moussavou et Estelle Ondo. Vice-premier ministre. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat social et du Logement. Monsieur Bruno Ben Moubamba. Ministre d'État, ministre des Relations avec les institutions constitutionnelles, chargé du dialogue politique, Monsieur Francis Nkeya. Ministre de l'Économie forestière, de la Pêche et de l'Environnement, chargé de la protection et de la gestion durable des écosystèmes. Madame Estelle Ondo, ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises, chargée de l'entrepreneuriat national, Monsieur Biendi Maganga Moussavou. Le premier gouvernement du second mandat du président Ali Bongo Ondimba a été renouvelé de moitié. 27 hommes et 12 femmes, soit 30% de la gente féminine le composent. Cette nouvelle équipe devra tout mettre en œuvre pour restaurer la cohésion sociale. Ministre de l'Éducation nationale et de l'Éducation civique, Monsieur Florentin Moussavou. Ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame Nicole Assélé. Ministre d'État, ministre de l'Économie numérique, de la Communication, de la Culture et des Arts, porte-parole du gouvernement. Monsieur Alain-Claude Billier-Bizet. Ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, chargé de la prospective et de la programmation du développement, Monsieur Pascal Ouagny Ambouré. Ramener la confiance et le dialogue entre les Gabonais et poursuivre les projets entamés par l'équipe gouvernementale précédente dans la concrétisation des projets du programme de société Gabon émergent sont entre autres objectifs de ce gouvernement d'ouverture. Et la Guinée a célébré ce dimanche 2 octobre les festivités marquant le 58e anniversaire de son indépendance. Après le vote historique du 28 septembre 1958 contre le projet de communauté française, le pays a arraché son indépendance le 2 octobre de la même année. Retour sur cette date qui a changé définitivement le pays avec ce reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. 2 octobre 1958, 2 octobre 2016, 58 ans jour pour jour depuis que la Guinée a recouvré sa souveraineté internationale. Tout un symbole car elle a été la première à voter contre le projet de communauté française au sortir de la Seconde Guerre mondiale. 58 ans de marche jalonnés de moments parfois difficiles et le défi de l'unité nationale est plus que jamais d'actualité. Notre communauté nationale doit fermer toutes les parenthèses douloureuses de notre passé commun, souvent marquées par la violence politique. C'est le lieu de rendre hommage à toutes les victimes de ces violences politiques commises depuis l'indépendance.
La volonté de notre gouvernement est d'œuvrer pour que justice soit rendue à toutes les victimes. Il est important que notre espace démocratique devienne un lieu de tolérance. Le pluralisme politique exercé dans un cadre de paix ne peut être qu'une chance pour notre construction nationale. Plus d'un demi-siècle de souveraineté internationale ont permis aux Guinéens d'ouvrir d'importants chantiers de développement. L'amélioration de la gouvernance sont des défis de tous les jours et l'accès à l'emploi pour les jeunes reste encore une problématique de premier plan. Si les libertés publiques sont en amélioration progressive, les questions économiques restent encore à renforcer. Nous œuvrons pour l'accroissement de nos recettes budgétaires par un programme de mobilisation de nos recettes. Avec une synergie d'action entre les services des impôts et ceux de la douane, afin de stopper les déperditions financières et d'améliorer le recouvrement des différentes recettes fiscales. Ce plan devra être accompagné par des mesures de qualification de la dépense et de contrôle de la passation des marchés publics qui devraient être allégés, afin que le pays puisse absorber les différents concours extérieurs qui lui sont octroyés. La Guinée poursuit sa marche vers le progrès. Le peuple de Guinée, toujours mobilisé dans la défense des idéaux de paix et de liberté, est l'acteur clé de ce chantier de développement. Seulement, le discours politique a récemment porté un coup au climat de sérénité entre les différents camps politiques du pays, creusant ainsi un fossé entre les communautés. Tout un défi à relever après 58 ans de souveraineté internationale. Le secteur touristique rwandais a engrangé plus de 300 millions de dollars en 2015. Le tourisme domestique a de son côté rapporté environ 50 millions de dollars, une somme loin d'être négligeable qui a convaincu les autorités d'investir dans ce segment du tourisme. Et pour convaincre les Rwandais de visiter leur pays, de nombreuses mesures ont été prises, dont la gratuité de certains sites pour les visiteurs locaux. C'est un reportage de notre correspondant Olive Adjakotan commenté par Oumo Kelsumba. Faire passer de 15% à au moins 30% le taux du tourisme domestique d'ici 2018, c'est la nouvelle vision des autorités rwandaises. L'accès gratuit à plusieurs sites, la réduction considérable des coûts de visite des locaux dans les parcs nationaux et la réhabilitation de certains lieux touristiques sont autant de réformes qui ont été mises en place pour redonner sa vitalité à ce secteur. Avec la croissance économique que connaît notre pays, cela aussi expose encore beaucoup plus les Rwandais à découvrir de plus parce que leur capacité de consommer d'hier, ce n'est pas la même capacité aujourd'hui. Un message bien perçu par ce groupe d'une centaine de touristes rwandais venant de Kigali. Ils ont choisi la province du Sud qui détient 30% du patrimoine touristique pour lancer la première édition d'une campagne trimestrielle dénommée Explorons le Rwanda. Ils ont pu satisfaire leur curiosité du 30 septembre au 1er octobre 2016 en visitant une dizaine de sites. L'ascension du mont Hué et la découverte du palais royal Yunza ont surtout été des moments forts de cette expédition. J'ai appris beaucoup de choses sur la culture, par exemple, comment les gens du passé vivaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, et surtout l'histoire, pas récente, mais 200 ans avant, ce que les gens portaient, comment ils vivaient, ce qu'ils mangeaient. Il y a des choses que je ne savais même pas, mais qu'on a appris dans les 2 jours qu'on a passé ensemble. Oui, c'était vraiment super. Le Rwanda compte plus de 200 sites touristiques en 2016. Près de 3 millions de Rwandais les ont visités en 2015. Le parc national Akagera a été le plus visité avec 61%. Celui de Yungwe vient en 2e position avec 37%. Les Diables Rouges U17 ont obtenu leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. C'était ce dimanche 2 octobre et ce, grâce aux 2 buts inscrits lors du match aller face à la Tanzanie. Les cadets congolais rejoignent ainsi la liste des pays qualifiés à cette compétition qui aura lieu à Madagascar au mois d'avril 2017. Deva Panzo. C'est au bout de la persévérance que les cadets congolais ont obtenu leur qualification à la CAN U17 Madagascar face aux cadets tanzaniens. Ce dimanche 2 octobre à Brazzaville, le public s'est mobilisé au stade Alphonse Massamba Déba afin d'apporter son soutien à l'équipe nationale. Dans une rencontre moins alléchante, les 2 équipes n'ont pu régaler le public. 0-0 à la pause. En 2e période, la fatigue des Tanzaniens n'a pas profité aux attaquants congolais. À 1 minute de la fin, au moment où tout le stade commençait à se vider, Junior Montou inscrit l'unique but de la rencontre,
mettant ainsi fin au rêve tanzanien. Nous avons rencontré une bonne équipe de la Tanzanie, mais comme toujours, mon équipe, elle, joue avec le cœur. Ils ont tout donné jusqu'à la 89e minute. Lorsqu'on a marqué le but, je pense que l'équipe a fait une bonne prestation parce qu'ils avaient beaucoup de pression malgré leur jeune âge. Un'ottima prestazione, al di là di qualche critica che ho potuto ascoltare, ma fa parte del gioco. C'est un rêve qui se réalise pour cette jeune équipe qui n'existait pas 15 jours avant le début de ces éliminatoires. Nombre de ceux qui l'ont critiqué ignoraient ce détail important. Aujourd'hui, leur entraîneur pense que ces joueurs méritent du respect. Nous n'avions pas une équipe des moins de 17 ans 15 jours avant le match contre la Namibie. Nous avons recruté des joueurs à nos frais, moi et mon assistant. Seul le ministre des Sports nous a soutenus financièrement pour effectuer une détection des joueurs dans tout le pays. N'oublions pas comment cette équipe a été construite. Grazie al ministro poi ci ha fatto fare una trasferta anche per vedere dei giocatori a Evoa, Quandò e qualcosina abbiamo fatto, quindi qui non esisteva la nazionale. La CAN U17 se disputera en avril 2017 à Madagascar. En attendant, le contrat de l'entraîneur italien expire ce 31 décembre. Lors du match aller, les Diables Rouges cadets s'étaient inclinés par 3-2 à Dar es Salaam. Ils ont ainsi sauvé l'honneur de la Fédération congolaise de football, dont les catégories juniors et seniors ont échoué à se qualifier à une Coupe d'Afrique des Nations. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.